c'est un sujet quand même tellement important et qui reprend du coup une actualité, on va dire grave, avec la guerre en Ukraine, on trouve que c'est bien que beaucoup de citoyens viennent, s'informent et discutent. Pour nous, le moment de faire ça, c'était important parce que va avoir lieu, le TIAN, il est rentré, le traité d'interdiction des armes nucléaires, donc le TIAN est rentré en application en janvier 2021 et en juin, à Vienne, il va y avoir la première organisation, la première assemblée des États partis liés au traité et il y a notamment une invitation qui est lancée à tous les États du monde et en particulier ceux qui possèdent la bombe atomique, notamment l'État français. Il y a une pétition qui circule pour que l'État français participe, ne serait-ce qu'en tant qu'observateur. On avait invité la municipalité, bien entendu, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a une interpellation particulière envers les villes. Bouvray est co-porte-parole de l'association ICANN, la campagne pour l'abolition des armes nucléaires, et directeur de l'Observatoire des armements. Voilà. Donc, merci Patrice d'avoir accepté de venir ici ce soir. Peut-être je vais commencer tout de suite par vous présenter d'où je parle et qu'est-ce que c'est l'Observatoire des armements, puisque c'est un centre d'expertise indépendant que l'on a créé il y a maintenant bientôt 40 ans, justement pour essayer de favoriser le débat en France sur toutes les questions qui concernent le militaire, l'armement, les transferts d'armement et bien évidemment les armes nucléaires. Donc on travaille justement nous, plus précisément sur ces deux axes. L'axe des transferts d'armement pour améliorer le contrôle démocratique de ces questions-là, qui n'existent pas en France alors qu'on est le 3e exportateur mondial. Et bien sûr, la question de l'élimination des armes nucléaires, avec une focale un peu particulière au niveau de l'Observatoire, où on a travaillé sur les conséquences des essais nucléaires de la France, donc qui a fait 210 essais nucléaires dans le monde, 10% de l'ensemble des essais nucléaires qui ont été faits dans le monde quand même, ce qui n'est pas rien, et sur lequel il n'y avait aucune prise en charge des personnes, des populations ou du personnel qui a participé à ce programme-là, que ce soit en Algérie, donc dans le Sahara, ou que ce soit en Polynésie française, où on a fait le plus d'essais nucléaires pendant plus de 30 ans. Et donc aussi, on a une dimension au niveau de l'Observatoire de travail un peu de mémoire des actions militantes et d'archivage aussi un peu de ces actions, puisque souvent dans l'histoire officielle, on le voit bon, à plein de niveaux, dans la mesure où il n'y a pas un archive, ils n'ont pas accès à des archives militantes de personnes qui ont participé à des actions. En fait, aussi dans les récits qui sont faits après, c'est jamais abordé, alors qu'en fait, toutes les avancées qu'il peut avoir dans les différents domaines, celui des armements, mais dans d'autres domaines, sont d'abord le fait des mobilisations sociales importantes, alors qu'après on ne les retrouve plus dans les récits qui peuvent être faits. Donc nous, on essaye d'avoir aussi ce travail-là. Et comme l'a dit Didier, donc on fait partie d'ICANN. ICANN est une campagne internationale qui a été lancée en 2007 au niveau international. Et donc il y a une branche française, ICANN France, qui s'est mise en place aussi dès 2007 et qui est abritée dans les locaux de l'Observatoire et dans lequel on est un des animateurs de cette campagne en France depuis le début. Ce que j'ai prévu un peu de faire, bon effectivement, c'est d'essayer de balayer un petit peu rapidement la question des armes nucléaires, bon, parler de l'Ukraine, un peu d'un état des lieux, bien sûr, des armes nucléaires aujourd'hui dans le monde. Ensuite, d'aborder effectivement la question du désarmement nucléaire, où on en est des différents traités qui ont été mis en place, avant de revenir un petit peu sur la place de la France dans ce débat, et qu'on puisse avoir après un débat sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces armes nucléaires pour les éliminer. Parce que bien évidemment, l'objectif de cette conférence, mais aussi l'objectif de l'Observatoire, c'est pas de faire des conférences pour juste informer, mais bien pour que cette information-là, les gens s'en emparent
pour pouvoir après mener des actions, parce que c'est la seule condition qui fait qu'on arrivera un jour à éliminer ces armes de la planète. Par rapport à l'Ukraine, ça peut paraître un peu surprenant d'essayer de, j'ai envie de dire, ou un peu audacieux d'essayer de parler de désarmement nucléaire au niveau de l'Ukraine, puisque effectivement, depuis que ce conflit a été déclenché au mois de février, le président russe, Vladimir Poutine, n'a eu de cesse d'évoquer la question des armes nucléaires, de l'utilisation possible de l'arme nucléaire, ce qui pose effectivement des questions importantes, notamment par rapport, ne serait-ce qu'à la stratégie de dissuasion nucléaire, puisque théoriquement, l'arme nucléaire, telle qu'elle est conçue, ou en tout cas telle qu'elle est énoncée vis-à-vis des opinions publiques pour qu'ils l'acceptent, c'est que c'est une arme qui sert à la prévention de la paix, à empêcher les guerres. C'est ça le discours sur l'arme nucléaire qui est servi aux différentes opinions, en France bien évidemment, mais les différentes autres puissances nucléaires ont toutes le même discours par rapport à cette arme-là, alors que là, on voit une inversion totale de ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Ça met à jour le véritable rôle de l'arme nucléaire. Elle ne sert pas à prévenir la paix, elle sert aux puissances qui l'ont à pouvoir fonctionner, exercer leur domination ou leur volonté comme elles le souhaitent, en s'imposant. Le discours de Poutine, c'est de dire: si vous ne me laissez pas faire ce que je veux en Ukraine, je vous menace d'utiliser l'arme nucléaire. Et ça, c'est pas de la prévention, c'est pas de la dissuasion nucléaire, c'est l'inverse. C'est totalement l'inverse, c'est l'exercice de la puissance vis-à-vis des autres États, en les prenant en otage, en leur disant: n'intervenez pas, sinon, moi je vous menace d'extermination. Et c'est une menace qui est relativement sérieuse, c'est pas simplement du discours, parce que c'est vrai que si on écoute les médias, ils ont fait appel à plein d'experts sur ces questions-là, qui cherchent plutôt à rassurer et à dire: mais non, c'est juste de la menace, il fait juste un discours, il n'y a pas de risque qu'il utilise l'arme nucléaire, alors qu'en fait, c'est pas tout à fait le cas de ce qui peut se passer. Il peut tout à fait, s'il est acculé à un moment donné, et s'il n'a aucune porte de sortie, et s'il voit que les États-Unis, l'OTAN, essayent d'intervenir dans ce conflit, il peut tout à fait décider, pour essayer de desserrer l'étau, en tout cas qu'il ressentira, utiliser une arme nucléaire. Alors soit effectivement une arme nucléaire de faible puissance, mais tous les mots, il faudrait les décrypter, parce que quand on dit une arme nucléaire tactique ou de faible puissance, elles sont souvent l'équivalent minimum d'Hiroshima, de ce qui s'est passé à Hiroshima ou à Nagasaki. Donc on a tous en tête les conséquences que ça a pu avoir. C'est pas de la faible puissance, c'est pas des armes nucléaires tactiques comme les mots pourraient laisser croire que c'est de faibles enjeux au niveau des conséquences. Et le deuxième aspect qu'il y a par rapport à l'Ukraine, qui est important au niveau du nucléaire et qui permet de faire le lien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, qui sont souvent dans les discours assez dissociés ou dans les modes d'action aussi militants souvent assez dissociés, alors que là, on voit bien comment ils sont liés. C'est qu'effectivement, l'Ukraine était un pays où il y a énormément de centrales nucléaires, une quinzaine, avec toutes les installations qui vont avec, bien évidemment, avec tous les stocks de déchets que cela entraîne. Et là aussi, on a en face d'une véritable menace qui peut être utilisée par la Russie. La première action qu'ils ont menée, c'est quand même d'aller occuper la centrale de Tchernobyl, avant d'aller après ensuite sur aussi l'autre pôle nucléaire important. Et puis surtout, il
il y a eu des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a eu des incidents, ne serait-ce que des missiles conventionnels pouvant tomber proche d'une centrale, même de manière accidentelle, pas forcément de manière même intentionnelle, mais les missiles ne vont pas toujours là où on prévoit de les envoyer, malgré tout. Donc là, ce qui peut entraîner des conséquences énormes au niveau d'une explosion nucléaire, d'une centrale civile avec un missile conventionnel et pas un missile nucléaire. Donc on ne serait pas dans le cadre d'une guerre nucléaire entraînant une riposte nucléaire de la part des États-Unis notamment, mais avec des conséquences au niveau de la population de l'Ukraine extrêmement importantes. Idem pour toutes les installations nucléaires. Il y a aussi le risque, bien évidemment, qu'à un moment donné, des matières nucléaires soient récupérées pour faire des bombes sols, ce qu'on appelle des bombes sols, c'est-à-dire des bombes qui comportent des matières nucléaires, mais dont l'explosif est un explosif conventionnel, et donc quand elles sont utilisées et qu'elles explosent, elles peuvent répandre ces matières radioactives sur la zone où elles explosent. Il y a tout le problème, bien évidemment, de la désorganisation aussi du fonctionnement des centrales nucléaires, puisque bon, ils sont restés à un long moment où le personnel n'a pas pu tourner comme il devait, les problèmes d'approvisionnement aussi de pièces qui peuvent entraîner des conséquences sur le fonctionnement des centrales nucléaires. Et donc on voit qu'à travers ces différents processus, on est face à une situation en Ukraine qui peut dégénérer en conflit nucléaire, ou en tout cas en zone où des conséquences nucléaires de l'ordre de ce qui s'est déjà passé à Tchernobyl, mais qui peut être multiplié de manière importante, puissent avoir lieu, et pas seulement uniquement maintenant, pendant le conflit, mais sur du long terme, puisqu'on a vu ne serait-ce que le fait que les chars russes, quand ils sont allés se balader pour entourer autour de Tchernobyl, ont remué la terre, ce qui a fait ressortir les particules de radioactives qui se sont répandues. Alors bien sûr, l'AIEA a dit « Ah non, on reste encore dans des mesures faibles et donc sans conséquences importantes au niveau sanitaire ». Mais sauf que la radioactivité ne fonctionne pas comme ça. Si on prend un élément, isolément, bien sûr, en lui-même, il peut ne pas avoir de conséquences, mais multiplié, il s'accumule notamment dans la chaîne alimentaire, dans le corps humain, et à partir d'un certain moment d'accumulation, là, on rentre dans des processus de conséquences 10, 15 ans après, notamment d'augmentation des maladies, d'augmentation des cancers de tout ordre. C'est des phénomènes qui ont été examinés, notamment pour les conséquences des essais nucléaires de manière très importante, puisque là, quand la France, mais comme les autres pays, ont fait leurs essais nucléaires, le gouvernement ou les autorités scientifiques disaient « mais non, chaque essai, il n'y a pas de problème, c'est pas dangereux, on fait des essais propres ». Chaque essai en lui-même, chaque mesure de radioactivité prise isolément ne dépassait pas des certaines doses, mais sauf que quand on en fait pendant 30 ans, alors que la radioactivité, sa durée de vie, ça se compte en dizaines de milliers d'années, on n'est plus du tout dans la même situation, et c'est ce qui fait qu'au niveau du personnel, notamment qui a participé aux essais nucléaires, ou les populations habitantes, on a eu des augmentations de taux de cancer extrêmement importants, d'autres maladies de type radio-induite, soit des maladies neurologiques, soit des maladies aussi au niveau cardiaque, etc., qui se sont développées de manière extrêmement importante, avec toute la difficulté, dans la mesure où elles se développent 10, 20 ans après, de pouvoir les relier aux faits nucléaires. Puisque à la différence d'autres problèmes de santé, notamment je pense au niveau de l'amiante, le nucléaire ne laisse pas une signature dans le corps précise. Il peut faire n'importe quel type de cancer. Et donc pour pouvoir après identifier
que 20 ans après, on a eu telle ou telle maladie, que ça vient du fait qu'on a eu de la radioactivité en surdose à une période, c'est quasi impossible de le déterminer. Mais pour autant, on sait que ça a lieu. Et effectivement, dans les augmentations importantes des cancers qu'on peut connaître dans nos sociétés, la part liée au nucléaire n'est jamais identifiée alors qu'elle existe. Et on met tout ça sur d'autres facteurs, mais jamais sur le facteur nucléaire, pour plein de raisons, bien évidemment, politiques, d'acceptation, d'acceptabilité du nucléaire. Parce que si on cherchait à l'identifier, on pourrait, mais ça pourrait remettre en cause le nucléaire. Mais ce qu'il faut retenir par rapport à l'Ukraine, c'est surtout l'échec de la stratégie de la dissuasion nucléaire, qui est la stratégie qui nous est toujours mise en avant par rapport à l'arme nucléaire. C'est une arme de non-emploi qui sert à prévenir la guerre, qui sert même, selon certains discours, à ce qu'on puisse vivre libre dans nos pays, alors qu'on voit, à travers cet exemple-là, mais ça a déjà été montré à travers d'autres exemples, dits au fil des années, mais on oublie ou on ne veut pas le voir, mais là l'Ukraine nous le remet sur le devant de la scène. C'est une arme qui permet à celui qui l'a de pouvoir mener une guerre comme il le souhaite, et comme il en a envie, et quand il en a envie. Et donc c'est bien ça qui pose un véritable problème au niveau mondial. On regarde le nombre de puissances nucléaires et comment a évolué l'arme nucléaire. C'est inquiétant de voir justement comment ça s'est passé et comment un certain nombre d'États limités se sont accaparés cette arme tout en empêchant les autres de l'avoir. Donc là, il faut remonter à l'histoire du nucléaire et donc l'histoire de la non-prolifération nucléaire, puisque ça, je pense que tout le monde est au courant. Donc après les explosions du 6 et 9 août sur Hiroshima et Nagasaki, progressivement, un certain nombre de pays voulaient avoir l'arme nucléaire. Et notamment, dans les années 60, il y en avait plus d'une quarantaine de pays qui cherchaient à avoir les armes nucléaires. Et c'est pas un hasard que si c'est au moment où les 5 puissances nucléaires, membres permanents du Conseil de sécurité, donc ceux qui se sont déclarés vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, sont arrivés à maîtriser cette arme-là, ils ont mis en place un système au niveau des Nations Unies pour empêcher tous les autres États d'avoir accès à cette arme. C'est le traité de non-prolifération qui a été débattu en 1968 à l'initiative des États-Unis et de la Russie, et du Royaume-Uni, pardon, qui est rentré en vigueur en 1970, qui est, j'ai envie de dire, un marché de dupes qui a été proposé à l'ensemble de la planète. On était encore une période où ce qui s'était passé à Hiroshima et Nagasaki était dans l'esprit des gens, et donc de l'apport de cette guerre nucléaire généralisée, et donc ça a été accepté. Ce marché repose sur 3 piliers extrêmement simples. Donc les États qui, à ce moment-là, avaient effectué un essai nucléaire, donc étaient ce qu'on appelle les États dotés de l'arme nucléaire, s'engageaient, eux, à désarmer à long terme. Tous les autres États qui n'avaient pas encore fait d'essais nucléaires, même s'ils avaient déjà relativement avancé dans la production de l'arme nucléaire, c'était le cas notamment de la Suède qui avait déjà fabriqué une bombe mais n'avait pas encore fait un essai, renonçaient à l'arme nucléaire, en contrepartie de quoi, donc, ils auraient accès au nucléaire civil. C'est à ce moment-là qu'on a fait cette distinction entre le nucléaire militaire, en quelque sorte, et le nucléaire civil, alors qu'en fait, il n'y en a pas, d'un point de vue des conséquences et des risques
pour la planète, et il n'y a pas de différence entre les deux, mais on a fait cette distinction-là à ce moment-là. Et les États dotés, donc, comme j'ai dit, s'engageaient donc dans un article, qui c'est l'article 6 du traité de non-prolifération, mettre en place, donc de bonne foi et à une date rapprochée, c'est les deux expressions utilisées, un plan de désarmement généralisé au niveau nucléaire. On était en 1970. On est en 2022. Les 5 États membres permanents du Conseil de sécurité, et donc déjà avec un droit supplémentaire par rapport aux autres États de la planète, puisqu'ils ont un droit de veto sur les différentes décisions du Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité, c'est celui qui est chargé, normalement, de faire la paix. Il a été mis en place pour ça, pour développer la paix sur la planète. Donc ces États-là, qui avaient déjà un pouvoir supplémentaire, se sont octroyés ce second pouvoir de détruire la planète, et donc d'exercer du chantage sur les populations, avec une stratégie qu'ils ont appelée de la dissuasion nucléaire, mais qui est plutôt une stratégie d'exercice de la terreur. Et d'ailleurs, dans les termes anglo-saxons, on parle de stratégie de destruction mutuelle. On ne parle pas de stratégie de dissuasion nucléaire. Tous les États non dotés de l'arme nucléaire, à ce moment-là, ont signé le traité de non-prolifération, à l'exception de 3 États qui, à cette époque-là, voulaient avoir l'arme nucléaire, donc et étaient déjà dans un processus de fabrication de l'arme nucléaire: Israël, Inde et Pakistan. Donc ces 3 États-là ont après fabriqué leur arme nucléaire. Israël, ceci dit, avec l'aide de la France, en coopération avec la France. Et la Corée du Nord, qui a d'abord signé dans un premier temps le traité de non-prolifération, en 2003, quand elle a eu, en niveau de compétence en matière d'armes nucléaires était suffisamment avancé et qu'elle a voulu produire une arme nucléaire, s'est retirée du traité de non-prolifération pour ne pas se mettre en désaccord avec la loi internationale. L'Iran, qui cherche aussi à avoir l'arme nucléaire, ne s'est pas retiré du traité de non-prolifération et affirme pour le moment vouloir ce qu'on appelle maîtriser un peu les différents éléments possibles pour faire une arme nucléaire, mais ne pas la fabriquer, ne pas l'assembler. Donc c'est ce qu'on appelle les États du seuil, qui ont un niveau de compétence de chacun des éléments qui permettraient de fabriquer une bombe nucléaire, mais qui ne se lancent pas dans un projet de construction d'un arsenal nucléaire. En tout cas, c'est au niveau de leur discours, et maintenant, compte tenu des moyens de surveillance qu'il y a, si l'Iran avait vraiment fabriqué une arme nucléaire, je pense qu'il y aurait eu des ripostes de la part des Américains, comme il y a pu avoir par rapport à l'Irak, de manière extrêmement forte. Donc, l'ensemble de la planète a respecté le traité de non-prolifération, sauf les 5 puissances nucléaires, qui en sont à l'origine de ce traité-là. Ce sont les États dotés de l'arme nucléaire qui n'ont pas rempli leur part du marché. On a déjà l'arme nucléaire, vous acceptez de ne pas l'avoir, mais nous, on s'engage à désarmer. Eux, ils ne l'ont pas fait, au contraire, puisqu'ils n'ont pas eu de cesse, depuis les années 70, de moderniser leur arsenal, continuent de le moderniser. La France vient de lancer un programme de renouvellement total de son arsenal nucléaire, donc qui va s'étaler jusque dans les années 2035, tant qu'il soit en vigueur, et donc qui va avoir une capacité de fonctionnement jusque dans les années 2080. Donc quand on signe un engagement au niveau international de négocier de bonne foi et à une date rapprochée, en 1970, et qu'on prévoit des armes qui vont faire jusque dans les années 2080 et qu'on envisagera après, quand elles arriveront selon eux à obsolescence, de les renouveler encore une nouvelle fois, on n'est ni de bonne foi, ni dans une date rapprochée. Et donc que le but de ce traité de non-prolifération
n'était pas, pour les puissances nucléaires, d'éliminer l'arme nucléaire, comme c'est marqué dans le préambule, puisque les puissances nucléaires n'arrêtent pas de dire qu'elles sont pour le désarmement nucléaire, bien évidemment. Il était vraiment pour elles de conserver cette arme en empêchant les autres de l'avoir. Si l'arme nucléaire sert réellement à favoriser la paix, à empêcher la guerre, pourquoi chaque pays n'aurait pas une arme nucléaire ou deux armes nucléaires et on n'aurait plus de guerre sur la planète? Ça permet à ces puissances-là de maintenir leur domination et d'empêcher quelque part et de rendre encore plus difficile une réforme du Conseil de sécurité, mais une réforme de l'ONU, et surtout de permettre d'avancer vers un monde effectivement plus solidaire, plus coopératif, permettant de régler les différentes menaces auxquelles on est confronté et qui ne sont pas réglées à l'heure actuelle parce qu'il y a ces verrous-là qui ont été mis en place et sur lesquels on n'arrive pas à avancer. Face à l'arme nucléaire, il y a toujours eu une mobilisation extrêmement importante depuis le début de la ONU, depuis sa création en 1946, la première Assemblée générale, la première résolution de la première Assemblée générale, je devrais dire même, demandait l'élimination des armes nucléaires. Il ne se passe pas une Assemblée générale de l'ONU sans qu'il y ait de nombreuses résolutions demandant l'élimination des armes nucléaires, demandant aux puissances nucléaires de remplir leurs engagements qu'ils ont pris. Ils ont ce droit de veto aussi au sein du Conseil de sécurité qui fait que les résolutions prises à l'Assemblée générale, eh ben, ils peuvent les bloquer. Après, elles ne vont pas plus loin que l'Assemblée générale et elles ne sont pas de caractère contraignant qui permettrait d'imposer aux puissances nucléaires, effectivement, d'aller jusqu'au bout de leur engagement. Le droit international actuel tel qu'il est fait ne permet pas ça. Et c'est pour ça que dans les années 2010, s'est montée cette campagne à Cannes, campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, qui a travaillé avec les États non dotés de l'arme nucléaire pour les pousser à s'engager plus loin. Puisque jusqu'à présent, les actions menées par la société civile contre les armes nucléaires étaient tournées contre les puissances nucléaires. Il y a eu des dizaines de plans qui ont été élaborés dans ce sens-là, mais comme ça ne fonctionnait pas, on a discuté au niveau des différentes associations se mobilisant contre les armes nucléaires, de changer de la manière de fonctionner, de ne plus s'adresser d'abord aux puissances nucléaires, mais d'abord aux États qui avaient rempli leur part de marché pour obtenir l'interdiction de cette arme au niveau de l'ONU. Puisque c'est la seule arme de destruction massive. Vous savez, au niveau de l'ONU, il y a une distinction et du droit international entre les armes conventionnelles et les armes de destruction massive. Donc dans les armes de destruction massive, c'est armes chimiques, armes nucléaires et armes biologiques. Sur les armes chimiques et les armes biologiques, il y a eu un traité qui a été adopté, une stigmatisation de ces armes et une élimination progressive de ces armes-là, même si, bon, il y a eu quelques cas où elles ont été encore utilisées, bien évidemment, le dernier étant la Syrie. Mais quand la Syrie les a utilisées, ça a créé quand même une levée de boucliers qui a obligé la Syrie à détruire son stock d'armes chimiques qu'elle avait et de rentrer dans le processus du traité d'interdiction. Et donc c'était cette logique-là sur laquelle on est parti avec le traité d'interdiction, d'arriver à ce que tous les États non dotés de l'arme nucléaire négocient, parce que là, ils sont majoritaires au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, et à l'Assemblée générale de l'ONU, chaque État a une voix, donc négocie un traité d'interdiction des armes nucléaires, du processus onusien, parce qu'il est toujours un petit peu long, mais encore que sur ce sujet-là, il a été assez rapide, puisque la campagne a été lancée en 2007,
Et en 2017, il y a eu un groupe de travail, il a été soumis au vote et il a été adopté par l'ONU par 122 États. Donc une large majorité, puisqu'il y a 197 États à l'intérieur de l'ONU. Donc ce traité d'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, il fallait que 50 États aient déposé leurs instruments de ratification. Donc la différence entre signature et ratification, signature c'est une déclaration politique, comme quoi l'État soutient le traité, et la ratification c'est l'intégration du traité dans le droit national. En octobre 2020, le 50e État a ratifié le traité d'interdiction, et donc le traité d'interdiction sur les armes nucléaires a pu rentrer en vigueur à partir de 2021, du 22 janvier 2021. Un certain nombre d'États, de la Cour internationale de justice, de déposer un recours contre les puissances nucléaires. Un recours qui avait été jugé, mais la Cour internationale de justice n'avait pas pu se prononcer sur cette question-là, puisqu'il n'existait pas de traité d'interdiction des armes nucléaires, encore. C'est en 1996 qu'elle s'est prononcée. Il n'existait pas ce traité. Et donc maintenant, si des États, et ça va être fait à terme, vont de nouveau redéposer un recours contre les puissances nucléaires, bien évidemment, l'avis de la Cour internationale de justice sera totalement différent de ce qu'il a été en 1996. Et là, il y aura un traité sur lequel ils pourront s'appuyer. Ça, c'est un des aspects importants. Mais surtout, ce traité donc, interdit les armes nucléaires, la possession, la fabrication, bien évidemment, de ces armes-là, l'utilisation, bien évidemment aussi. Et là où il y a un élément important pour nous, société civile, il interdit aussi le financement des industries qui travaillent sur les armes nucléaires. Donc ça, c'est extrêmement important. Au jour d'aujourd'hui, il y a 61 États qui ont ratifié ce traité, 25 autres qui l'ont déjà signé et qui sont dans les procédures de ratification. Certains des alliés de l'OTAN ont des armes nucléaires entreposées sur leur sol, notamment 5 États de l'Union, en Europe, qui ont des armes nucléaires sur leur sol américaine, donc Belgique, Italie, Pays-Bas, Turquie et Allemagne. Ces pays-là, bien évidemment, ne veulent pas rentrer dans ce processus-là, même si, à l'intérieur de ces pays-là, et notamment des Pays-Bas, de l'Allemagne, il y a des débats importants. Enfin, il y avait des débats, j'ai plutôt envie malheureusement d'employer l'imparfait, des débats importants sur les armes nucléaires et sur de demander le retrait de ces armes nucléaires américaines, parce que ne serait-ce que pour des raisons aussi budgétaires, pour des raisons de risque, bien évidemment, parce que ça en fait des pays cibles, mais aussi pour des raisons budgétaires, puisque c'est le pays qui abrite les armes nucléaires qui est obligé de fournir les avions pour les transporter, et notamment, bien évidemment, des avions américains, puisque les autres avions ne pourraient pas transporter ces armes-là, qui coûtent extrêmement cher et qui donc ont des conséquences financières importantes. Avec la guerre qui se mène aujourd'hui en Ukraine risque de rebattre les cartes sur ce débat-là, sur le désarmement nucléaire. Il y a des chances que ça rende plus difficile les avancées qu'il pouvait avoir dans ces différents pays où l'ensemble, une majorité, en tout cas de la société, plus une majorité souvent des parlementaires, étaient en faveur de l'élimination des armes nucléaires, notamment je pense en Allemagne ou aux Pays-Bas. Les Pays-Bas qui est d'ailleurs le seul pays abritant des armes nucléaires qui a participé aux négociations sur le traité d'interdiction des armes nucléaires, mais c'est bien le gouvernement qui a décidé de refuser de voter en opposition totale à son Parlement. Donc le traité sur l'interdiction des armes nucléaires est effectivement une avancée importante dans la mobilisation
le gros problème qui se pose à nous, société civile, des différents pays membres, puissances nucléaires, ayant des armes nucléaires, c'est bien d'arriver à faire basculer nos pays pour qu'ils rentrent dans ce processus-là. Un pays peut rejoindre le traité à n'importe quel moment. Une puissance nucléaire, il suffit qu'elle présente un plan de désarmement nucléaire, donc avec des dates raisonnables pour les éliminer, bien évidemment, pour pouvoir adhérer à ce traité-là. Elle n'a pas besoin forcément d'éliminer d'abord son... Elle peut, bien sûr, éliminer d'abord son arme nucléaire, ce serait l'idéal, mais elle peut aussi simplement manifester son intention de rentrer dans ce processus de désarmement, établir un plan, le soumettre aux États membres du traité et bien sûr après le mettre en œuvre, bien évidemment, mais ce qui offre un certain délai et ce qui peut permettre à l'ensemble des puissances nucléaires, y compris de se concerter pour essayer de rentrer en même temps dans ce processus-là. Parce que c'est toujours le débat qu'on a avec les puissances nucléaires prises individuellement. Elles nous disent toutes « Ah oui, mais moi si je désarme, les autres ils ne vont pas le faire. Et donc du coup, je vais me retrouver en infériorité par rapport à ces États, par rapport à eux. » On pourrait avoir une procédure, j'ai envie de dire, concertée des 9 puissances qui signent le traité, qui mettent en place un plan qui pourrait être vérifié par les agences internationales de l'énergie atomique, et de façon à pouvoir aller vers cette élimination des armes nucléaires, qui revendiquent tous. Vous prenez les différents discours de Macron sur la dissuasion nucléaire, je prends pour le dernier, mais on pourrait prendre tous les autres présidents avant lui, disent tous qu'ils sont en faveur d'un monde libéré des armes nucléaires. Mais s'ils ne le font pas, c'est parce qu'il y a des pays qui veulent conserver l'arme nucléaire. C'est toujours sous ce prétexte-là, mais sans s'engager concrètement pour essayer justement de rentrer dans cette logique-là. Et il y a des mesures qui pourraient être faites, y compris par rapport à la France, si elle voulait vraiment prendre le leadership du désarmement nucléaire, puisque la France a 2 composantes au niveau de ses armes nucléaires. Elle a une composante donc aéroportée, les avions Rafale, ils ont des bombes nucléaires, et les sous-marins. Les avions Rafale sont destinés à faire ce qu'on appelle une frappe d'avertissement, c'est-à-dire un tir en premier d'une arme nucléaire, et les sous-marins d'une capacité de riposte le jour où la France serait éliminée, c'est-à-dire post-mortem, on pourrait détruire l'équivalent de la France, puisque c'est comme ça que notre arme nucléaire est proportionnée au niveau du nombre et de la puissance des armes nucléaires, de détruire en gros l'équivalent de la France chez notre ennemi, donc à l'époque la Russie, c'est toujours la Russie et la Chine maintenant, parce qu'on a 2 ennemis au niveau de la France, mais c'est comme ça que c'est proportionné. Donc la France, si elle voulait inciter ses autres partenaires à rentrer dans ce processus de désarmement, elle pourrait en quelque sorte convoquer les 8 autres puissances autour d'une table, quand ils veulent faire des négociations sur tel ou tel sujet, ils savent le faire, y compris à 9, en disant « Nous, on veut avancer vers le désarmement nucléaire, il y a ce traité qui est mis en œuvre, comme gage de notre bonne volonté d'aller vers le désarmement nucléaire, on supprime déjà la composante aéroportée. » Ce qui ne remettrait pas fondamentalement en cause, dans un premier temps, la logique de dissuasion dans laquelle on est, si on est vraiment dans une logique de dissuasion. La logique de dissuasion, c'est pouvoir riposter si on est attaqué. Donc, les sous-marins servent à ça. Un gage de bonne volonté et demandant à chacune des autres 9 États aussi de s'engager et de mettre en place un programme, un plan de désarmement. Mais ça, c'est une possibilité. Ça sera une possibilité qui pourra devenir réalité le jour où la société civile et les organisations de la société civile seront suffisamment fortes pour pouvoir l'imposer au gouvernement, pour pouvoir l'imposer lors des élections, bien évidemment, législatives et encore plus
présidentielle. Un président de la République en France au suffrage universel. Ça a été voulu par De Gaulle en 1962, au moment où la force de frappe française commençait à être réellement efficace, pour qu'il ait la légitimité d'appuyer sur le bouton. Donc c'est bien en notre nom de chacun de nous qu'on élit un président de la République détenteur de ce feu nucléaire. Donc c'est bien aussi à nous, en tant que peuple démocratique, d'arriver à inverser cette situation-là, et ça passera effectivement par notre mobilisation à tous. Et des pistes, il y en a, notamment dans les années 60, contre l'arme nucléaire, qui a fait que, à l'époque, l'ensemble de la gauche, donc PS de l'époque, PC, radicaux de gauche, l'ensemble des syndicats, CGT, CFDT, étaient pour l'élimination des armes nucléaires, non seulement étaient pour, mais c'était le premier point du programme de gouvernement de cette gauche à l'époque, qui a basculé bien évidemment. Et maintenant, dans les différents programmes des partis politiques, c'est vrai que la question de l'arme nucléaire reste encore présente au niveau du PC, notamment des écologistes qui n'existaient pas à l'époque, ou d'autres, bon, le NPA aussi à ce point-là, mais c'est souvent le dernier point du programme. Et c'est un point qui n'est jamais débattu dans le cadre de l'élection présidentielle. Alors que ce serait un moment où on devrait débattre de est-ce qu'on a besoin de cette arme pour exister au niveau de la France? Est-ce qu'elle nous apporte de la sécurité ou est-ce qu'au contraire, elle nous apporte plus d'insécurité? Et ce débat-là n'a jamais eu lieu au niveau du Parlement. Il est refusé. Le président de la Commission des Affaires étrangères et des Forces armées au Sénat, M. Christian Cambon, ouvrez les guillemets, sur le fond, un débat national, c'est quelque chose de très compliqué et de très lourd à organiser. Par ailleurs, un an après la campagne pour l'élection présidentielle, au cours de laquelle ce sujet a été abordé, j'ai le sentiment que le débat a été tranché. Il ne me paraît pas forcément judicieux de le relancer, au risque de mettre ainsi à nouveau en lumière toutes les oppositions sur le sujet et de donner la parole à tous ceux qui souhaitent se manifester contre le nucléaire d'une manière générale. En s'appuyant sur le traité d'interdiction sur les armes nucléaires, donc il y a ce que tu as évoqué Didier, bien évidemment, il y a cette première réunion des États partis au traité qui va se tenir en Autriche du 21 au 23 juin, pour laquelle la France pourrait participer comme État observateur, c'est-à-dire qu'effectivement elle n'a pas le droit de vote sur les décisions qui vont être prises pendant cette réunion, mais elle pourrait aller débattre avec les puissances, puisqu'elle se targue de respecter la démocratie. Ce traité a été obtenu par une majorité d'États, et donc il serait normal, quelque part, que la France, en tant qu'État, aille discuter avec ces États-là sur pourquoi ils ont voulu avoir ce traité, pourquoi ils se sentent en insécurité par l'arme nucléaire et pas en sécurité, et de voir comment on peut avancer tous ensemble, respecter sa propre parole et à respecter la démocratie collective, pas simplement au niveau national, mais aussi au niveau international. Les délais maintenant sont un peu plus courts. Donc pour ça, au niveau de la campagne à Cannes, on a lancé une pétition au niveau national. On a à peu près 11 000 signataires demandant que la France participe comme observateur. Il a fallu être beaucoup plus pour permettre de faire basculer la position française, puisqu'on voit sur d'autres sujets comme le climat notamment, la pétition de l'affaire du siècle avec plus de 2 millions de signatures n'a malheureusement pas permis de complètement faire basculer les choses.
mais a permis quand même de faire bouger les lignes en France sur cette question-là. Le traité nous offre aussi une opportunité au niveau du financement, puisque le financement des armes nucléaires est interdit. Les banques ont des fonctionnements au niveau international, se targuent de respecter aussi les traités internationaux votés donc, par l'ONU. Donc là, maintenant, le traité est entré en vigueur. Même les banques françaises doivent respecter ce traité-là et donc arrêter de participer au financement de l'arme nucléaire. On a tous un compte dans une banque, et c'est les banques françaises, les principales banques françaises, Société Générale, BNP, Crédit Agricole notamment, AXA aussi, qui est plus un fonds d'investissement et d'assurance, participent de manière importante au financement des armes nucléaires. Et on retire notre compte si vous n'arrêtez pas. Les banques seraient assez sensibles aussi à ce type d'argument. Et donc ça nous offre un pouvoir entre les mains de chacun d'entre nous pour pouvoir peser par rapport à l'élimination des armes nucléaires. D'autres actions, bien sûr, sont possibles aussi, vis-à-vis notamment de nos élus, à la fois les parlementaires quand ils vont être élus, puisque c'est eux qui votent les budgets tous les ans pour l'arme nucléaire, donc d'aller les interpeller. Il ne suffit pas de les élire à un moment donné, il faut aussi aller leur demander qu'ils rendent des comptes sur l'action qu'ils mènent une fois qu'ils sont au Parlement. Et donc d'aller les interpeller sur le travail qu'ils font et les votes qu'ils font. Donc là aussi, on a un travail important qui peut être fait. On est vu au niveau aussi des élus municipaux, puisque les villes, parmi la fonction du maire, il est aussi d'assurer la sécurité de ses citoyens. Avec une arme nucléaire, il ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens. Parce que si une arme nucléaire explose quelque part, et même pas forcément au-dessus de sa ville, mais bien ailleurs, il ne pourra pas assurer la sécurité de ses citoyens. Tous les services de sécurité seront désorganisés, tous les services de santé ne pourront pas avoir lieu, plus suivant le nombre de bombes nucléaires qui est lancé, on peut avoir aussi des problèmes au niveau purement alimentaire, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir d'un certain nombre d'armes nucléaires qui seraient lancées, il y a eu des simulations de fait, une centaine de bombes nucléaires qui seraient lancées dans une guerre nucléaire entraînerait ce qu'on appelle un hiver nucléaire, c'est-à-dire le dégagement d'un espèce de nuage, si vous voulez, pour l'imager de manière la plus simple, un nuage noir qui obturerait les rayons de soleil sur la Terre, et donc s'il n'y a plus de rayons de soleil sur la Terre, il n'y a plus d'alimentation possible. Et donc la famine, et même si on n'est pas mort par la radioactivité ou par les effets de l'explosion immédiate, créerait des dégâts très très rapidement pour le reste de la planète, rendrait la planète totalement invivable. Donc les maires ont aussi cette responsabilité-là d'interpeller le gouvernement, et donc il y a eu un appel des maires qui a été lancé par ICANN au niveau international. Il y a à peu près, dans les différents États nucléaires, les maires des différentes capitales de ces États-là, notamment, qui ont signé cet appel. Nous, en France, la maire de Paris, Anne Hidalgo, l'a aussi signé, même si elle le revendique pas vraiment haut et fort, et surtout pas quand elle était candidate à la présidentielle. Elle n'en a pas du tout, au contraire, elle a dit qu'elle était pour le maintien de l'arme nucléaire. On a un certain nombre d'autres grandes villes qui l'ont signé. Bon, Lyon, effectivement, Villeurbanne, qui est une ville aussi socialiste, Lyon écologiste. Grenoble, d'autres, Saint-Étienne, qui est une ville même républicaine, avec un élu républicain qui l'ont signé. Il y a actuellement plus de 61 maires ou communes qui ont signé. Et donc c'est un outil qui permet d'aller interpeller nos élus pour leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites s'il y a une guerre? Comment vous assurez notre sécurité ?» Ce n'est pas de débattre
si l'arme nucléaire est bien ou pas bien en tant que telle. C'est de dire, votre mission en tant qu'élu, c'est d'assurer notre sécurité. Comment vous faites? Ça crée une pression supplémentaire. Et c'est l'ensemble de ces actions-là qui permettra à un moment donné de faire basculer la France. Ce type d'action est mené dans d'autres pays, dans les autres puissances nucléaire par la campagne afghane. Comme ça paraît un sujet tellement compliqué, tellement éloigné de nos préoccupations citoyennes que, effectivement, on a plutôt tendance à prendre des sujets sur lesquels on a l'impression de pouvoir agir. Mais à travers cet exemple, comme je vous dis, sur comment assurer notre sécurité, c'est quelque chose de très concret. Et sur lequel, donc, on a à interpeller nos élus et on a à faire changer les choses. C'est bien que vous ayez une information aussi sur la démarche qu'évoquait Patrice, c'est-à-dire une démarche envers les gens qui sont autour de nous, c'est-à-dire nos élus municipaux. Je vais vous faire un petit historique rapide de ce qu'on a fait. Le 11 septembre 2020, on a écrit une lettre à la mairie où on a écrit une lettre à M. Delafosse où on lui parlait du Tian. On lui disait le nombre d'États qui l'avaient ratifié, on lui parlait de la campagne d'ICANN, et on disait, en 2018 à Madrid, ICANN a lancé un appel aux municipalités du monde entier afin qu'elles s'engagent dans cette bataille. Et on mettait le lien sur l'appel des villes d'ICANN. On rappelait l'historique de la ville de Montpellier sur le combat pour la paix, on va dire. Le 30 mars 2006, le conseil municipal de Montpellier, sous la mandature d'Hélène Mandroux, décidait d'adhérer à l'association internationale des maires pour la paix, Mayor for Peace. Cette association internationale a été initiée par les maires des deux villes martyres d'Hiroshima et de Nagasaki. Et en 2017, M. Sorel nous informait que la ville soutenait toujours ces associations. On disait que c'était des prises d'opposition qui allaient dans le bon sens, mais que c'était un soutien qui était assez faible. L'adhésion à Mayor for Peace, c'est une adhésion formelle. C'est pas accompagné d'un engagement, pas même financier. Donc on demandait à la municipalité un rendez-vous et on demandait la signature par la ville de Montpellier de l'appel lancé par ICANN en soutien au Tian, qui pour nous serait un engagement fort pour l'abolition de ces armes inacceptables. Et on pensait qu'une ville comme Montpellier, qui est quand même la 8e ville de France, c'est important, c'est un poids. On citait aussi les villes qui avaient déjà signé cet appel, notamment la ville de Paris, la ville de Grenoble. On a reçu, 4 mois après, une réponse qui était celle-là. Lors de son adhésion à Mayor for Peace en 2006, la ville de Montpellier a souhaité formaliser son engagement vers la paix éternelle dans le monde, en s'attachant à résoudre notamment les problèmes liés à la famine, à la pauvreté, au bien-être des réfugiés, aux droits des personnes maltraitées, à la protection de l'environnement et les problèmes liés à la coexistence pacifique. Dans la continuité des précédentes mandatures, le nouveau conseil municipal s'engage pour la paix partout où son soutien et son expression peuvent contribuer à privilégier les issues pacifiques. La mairie nous rappelait que dans cet esprit, elle avait accordé une subvention à SOS Méditerranée pour l'accueil des migrants. L'engagement de notre ville, c'était le dernier paragraphe, repose sur des valeurs profondes et notamment l'état de droit, dont nous ne saurions nous abstraire en souscrivant à un traité qui dépasse nos compétences ou ne concourt pas aux engagements internationaux de la France. En nous citant l'article du Code général qui interdit à la mairie de signer le Tian, ce qu'on savait quand même. Donc on a répondu, quelques temps après, où on a exprimé la chose suivante. On a dit, voilà, vous nous répondez d'une manière générale sur la paix et plus précisément sur un certain nombre de sujets graves, d'ailleurs sans lien direct avec Mayor for Peace, et qui ne concerne pas notre propos, le traité d'interdiction des armes nucléaires, et on redonnait notre argumentaire sur le Tian, et on disait la chose suivante. Par ailleurs, vous relevez que la signature d'un traité international ne relève pas de vos compétences. Nous en sommes conscients et nous ne vous avons d'ailleurs pas interpellé là-dessus, mais sur un appel que de nombreuses villes françaises soutiennent. Et nous sollicitions pour la 2e fois un rendez-vous avec la municipalité sur laquelle on n'avait pas eu de réponse la première fois.
Et puis ne voyant rien venir au bout de quelques mois, ça c'est la lettre que je vous ai lue, c'était en mai 2021. En septembre, on a récidivé. Notre dernière lettre est restée sans réponse. Depuis cette date, le conseil municipal de Montpellier a voté à l'unanimité le 14 juin l'adhésion de la ville à ICANN. Nous nous réjouissons de cette décision. Notre ville est profondément préoccupée par la lourde menace que les armes nucléaires posent aux communautés à travers le monde. Nous sommes fermement convaincus que nos habitants ont le droit de vivre dans un monde libre de cette menace. Toute utilisation délibérée ou accidentelle d'armes nucléaires aurait des conséquences catastrophiques durables et à grande échelle pour la population et pour l'environnement. Par conséquent, nous soutenons le traité sur l'interdiction des armes nucléaires et appelons notre gouvernement à y adhérer. Voilà, donc ça c'est tout à fait de la compétence des villes, c'est taillé sur mesure pour elles et pour qu'elles s'adressent à l'État. Nous disions donc adhérer à ICANN sans signer l'appel des villes en soutien au traité sur l'interdiction des armes nucléaires n'aurait pas de sens. C'est donc sur cet engagement concret que nous vous interpellons à nouveau. La suite logique de l'adhésion de la ville à ICANN votée le 14 juin, 2 points, la signature par Montpellier de l'appel des villes en soutien au TIAN. Ça nous inquiète quand même de savoir qu'on n'arrive pas à rentrer dans un contact réel avec les responsabilités de cette ville pour pouvoir simplement avoir leur avis sur la question. Ça pour dire que la question du TIAN et cette adresse au gouvernement est un sujet sensible. C'est la remise en cause de la dissuasion nucléaire dans ce pays, très clairement. Donc c'est un acte de courage de la part d'une ville et on aimerait savoir si la ville de Montpellier est prête à faire cet acte ou alors on aimerait savoir quelle est sa position. Soutient-elle la dissuasion nucléaire? Ben voilà, il y a des gens, c'est leur position. La moindre des choses, c'est qu'il faut qu'on le sache. Il faut que les citoyens de cette ville soient informés et sachent quelle est la position réelle. Est-ce que la ville peut signer ou non l'appel des villes? Est-ce que la ville est d'accord pour que la France adhère au TIAN? Voilà. Pour préciser, puisqu'on s'occupe du secrétariat d'ICANN, nous, donc il est à Lyon, on n'a rien eu de la part de la ville de Montpellier, puisqu'ils disent qu'ils adhèrent à ICANN. Nous, on n'a pas eu un seul courrier, rien de leur part. Quand on a réinterpellé en disant, quand même, peut-être que la guerre en Ukraine, c'est vraiment le moment de poser les problèmes, on s'est dit, bah oui, mais avec la guerre en Ukraine, on est vraiment débordé. Eh bah oui, mais c'est le moment. C'est le moment. Ça fait partie du problème lié à la guerre en Ukraine. Sur le coût de l'armement nucléaire, on connaît le chiffre officiel qui est parcellaire, qui est actuellement, donc pour 2022, de 5 milliards d'euros par an. Un coût qui est en augmentation, puisqu'on est dans une période, comme je vous l'ai dit, de renouvellement total de l'arsenal. Et donc, d'ici 2-3 ans, on va passer à 6 milliards 5 pour l'armement nucléaire. Mais ce coût-là n'est pas le coût total de l'armement nucléaire. Il n'est que le coût, j'ai envie de dire, de fabrication des armes nucléaires. Il ne comprend pas tout le coût du personnel. Il ne comprend pas, bien évidemment, le coût du démantèlement. Il ne comprend pas le coût de la gestion des déchets nucléaires liés au programme militaire. Et ce que n'est jamais souvent dit, mais 10% des déchets nucléaires de la France sont liés au programme nucléaire militaire. Il est impossible, même pour les parlementaires, quand ils votent le budget, d'avoir l'ensemble des coûts sur lesquels ils s'engagent. Parce qu'effectivement, l'arme nucléaire, bon, c'est sur un certain nombre de données, le démantèlement devrait être pris dans le coût de départ, devrait être intégré, puisqu'il faudra bien un jour démanteler ces armes. Ça, il n'est pas intégré. Et donc ça, c'est des coûts qui viendront se rajouter progressivement. Que le personnel qui s'occupe des armes nucléaires ne soit pas intégré dans le coût, c'est pas normal non plus. Parce qu'effectivement, sans personnel, les armes nucléaires ne peuvent pas fonctionner. Donc ça devrait être aussi intégré. Et si on intégrait tous ces coûts, je pense que par an, on n'est pas sur 5 milliards, on serait plutôt sur 7 ou 8 milliards d'euros par an qui seront investis dans cette arme-là
alors qu'il devrait être investi dans d'autres développements qui permettraient effectivement d'assurer la sécurité, le sentiment de sécurité et la sécurité de la population française. Alors que ces 7 à 8 milliards qui sont investis renforcent l'insécurité de la société, sans parler des conséquences à long terme sanitaires, etc., en cas d'utilisation, parce que là les coûts sont totalement incalculables. Enfin, les États-Unis et la Russie qui ont à peu près plus de 90% des armes nucléaires, et après les autres puissances, la France en a 300, le Royaume-Uni, la Chine en a à peu près la même chose que la France. On met toujours en avant l'apport de la Chine, mais en termes nucléaires, ils ont à peu près le même nombre d'armes nucléaires que la France. Le Royaume-Uni en a beaucoup moins, et pareil, Israël, Inde et Pakistan en ont encore moins, une centaine chacun. Mais en fait, j'insiste pas tellement sur le nombre, parce que c'est pas le nombre qui est important en la matière. Quand même une dizaine d'armes nucléaires, si elles sont utilisées en termes de dégâts et de responsabilité, c'est extrêmement important. Mais les deux grands ont négocié des accords pour diminuer le nombre d'armes nucléaires. Effectivement, il y a eu une forte diminution quantitative, puisqu'au plus fort de la guerre froide, on est monté jusqu'à 70 000 armes nucléaires dans le monde. On est redescendu à autour de 13 500, 14 000 armes nucléaires. La France a diminué par 2 d'ailleurs son nombre d'armes nucléaires, parce qu'au plus fort de la guerre froide, elle en avait 600 têtes nucléaires. Maintenant, elle n'en a plus que 300, mais avec une amélioration qualitative de ces armes-là aussi. C'est-à-dire dans la précision, dans la rapidité, dans les effets que ces armes-là peuvent avoir. Il y avait d'autres traités qui avaient été signés, FNI sur les forces nucléaires intermédiaires, un traité qui avait été signé justement après toutes les mobilisations qui avaient eu lieu dans les années 80 en Europe contre les missiles soviétiques et russes, donc Pershing du côté américain et SS-20 du côté russe, qui étaient installés, en gros, qui faisaient de l'Europe le champ de bataille nucléaire futur. Et puis, il y a eu un autre traité START aussi, qui avait été négocié là, entre les États-Unis et la Russie, qui arrivait à échéance et qui a été renouvelé pour 5 ans. Donc, on l'appelait le New START, et qui a été renouvelé de justesse récemment, là, avec l'arrivée de Biden, puisque Trump ne voulait pas le renouveler. Mais les puissances nucléaires arrivent à s'entendre, y compris pour faire des belles déclarations. Quelques jours avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, début janvier donc 2022, les 5 puissances nucléaires ont signé une très belle déclaration. Nous affirmons qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée, ne doit jamais être menée. Compte tenu des conséquences de grande ampleur qu'aurait l'emploi des armes nucléaires, nous affirmons également que celles-ci, tant qu'elles existent, doivent servir à des fins défensives, de dissuasion et de prévention de la guerre. Nos déclarations passées sur qu'aucune de nos armes nucléaires ne prenait pour cible l'un d'entre nous ou un quelconque autre État demeurent valides. Et après, il terminait, nous soulignons notre volonté de travailler avec tous les États pour mettre en place un environnement de sécurité permettant d'accomplir davantage de progrès en matière de désarmement, avec pour objectif ultime un monde exempt d'armes nucléaires, avec une sécurité non diminuée pour tous. Donc même eux, ils font le lien entre les armes nucléaires et la sécurité de manière directe. Et puis, bien évidemment, ils n'appliquent pas ce qu'ils disent, puisque bon, on ne cible aucun l'un d'entre nous. Poutine, c'est la première chose qu'il a dit, bon, si vous m'empêchez d'accomplir, je vous tire dessus. Mais la France n'est pas restée non plus neutre à ce moment-là. Elle a, elle aussi, augmenté son niveau d'alerte. Nous avons, en temps normal, entre guillemets, il y a en permanence un sous-marin à la mer, donc un sous-marin lanceur d'engins nucléaires, qui emporte l'équivalent
de 1000 fois Hiroshima, pour se donner un ordre de grandeur de la puissance nucléaire des armes qu'il a à l'intérieur. Là, au début du déclenchement de la guerre, on a mis un deuxième sous-marin en patrouille en permanence, qui doit être toujours en patrouille. Ces membres permanents du Conseil de sécurité, outre des puissances nucléaires dotées qui conservent leurs armes, sont les principaux exportateurs d'armes, sont les principaux qui dépensent au niveau militaire, donc pour eux-mêmes, effectivement, pour construire leur armée, alors que normalement, ils sont chargés de faire appliquer la Charte des Nations Unies. Et la Charte des Nations Unies, vous avez un très bel article dedans, que personne ne parle, qui est l'article 26, qui indique justement que pour assurer la paix, il faut consacrer le moins d'argent possible aux militaires, à l'armement, et qui charge le Conseil de sécurité de mettre en œuvre cette orientation-là. Mais la guerre en Ukraine est en train de nous montrer une chose, enfin j'espère qu'elle montre une chose aux yeux des gens, c'est que tous les pays qui possèdent du nucléaire civil sur leur territoire, c'est-à-dire des réacteurs nucléaires, ont chez eux quelque chose qui peut potentiellement se transformer en bombe nucléaire. C'est ça aussi que nous dit la guerre en Ukraine, et je pense qu'il faut insister là-dessus. Parce qu'il n'est pas dit que Poutine balance une arme nucléaire, c'est pas exclu non plus. Par contre, c'est peut-être pas dit non plus qu'il ne se trompe pas et qu'il y ait une bombe conventionnelle qui tombe sur un réacteur nucléaire en Ukraine.